Monsieur le recteur de La Réunion, Monsieur le président du conseil académique de l'Université de La Réunion, Monsieur le directeur de l'INSPE de Polynésie française, Monsieur le directeur de l'INSPE de la Nouvelle-Calédonie, Madame la directrice du laboratoire de recherche DIR, Mesdames les directrices adjointes du laboratoire ICAR, Mesdames et Messieurs les IAIPR des académies de Guyane, Mayotte et La Réunion, Monsieur le coordonnateur de la CARDI, Madame la chargée de mission auprès de la CARDI, Mesdames et Messieurs les chercheurs, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'INSPE de La Réunion et vous souhaitons la bienvenue. En tant qu'administratrice provisoire de l'INSPE, j'adresse mes vifs remerciements à nos partenaires, à l'OSOA, Observatoire des sociétés de l'océan Indien, au laboratoire de recherche ICAR et DIR, aux membres du réseau RICLAS, aux membres des comités d'organisation et comités scientifiques, sans qui ce colloque n'aurait tout simplement pu avoir lieu. J'adresse mes plus sincères remerciements à mes collègues co-organisateurs, Séverine Ferrière et Pierre-Éric Fajol. Ils ont vécu une aventure intense et sont cette semaine les premiers finishers d'une belle course. Le réseau RICLAS, réseau de recherche interdisciplinaire sur les interactions entre cultures, langues et apprentissage scolaire, a vu le jour en 2022. Faisant le constat d'un certain isolement des chercheurs dans les territoires ultramarins, ses fondateurs avaient à cœur d'encourager la conduite de travaux de recherche transdisciplinaires, collaboratifs, et de revaloriser les pratiques éducatives tenant compte des contextes locaux. Ce colloque s'inscrit dans la lignée des colloques des journées recherche en éducation organisées à l'ESPE, puis l'INSPE de la Polynésie française en 2018, 2021, 2022. Difficile de succéder à ces premiers colloques minutieusement organisés par nos collègues et amis polynésiens, Yaoranna et Marurumaitai. C'est maintenant à La Réunion de relever le défi. Sont réunis aujourd'hui à l'INSPE de Belle-Pierre des chercheurs et des praticiens reconnus internationalement pour leur expertise. Sont présents des collègues de 7 territoires ultramarins, des universités des Antilles, de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de La Réunion. Sont présents nos voisins de l'océan Indien, nos collègues de l'université de Mayotte, de Madagascar, des universités d'Antananarivo et de Fianarantsoa, de l'île Sœur, l'université de Maurice. Nous accueillons des chercheurs venus de l'autre côté de la mer, des universités d'Aix-Marseille, Franche-Comté, Limoges, Montpellier, Nantes, Normandie, Caen, Nice, Toulouse, Orléans, Paris. Nous accueillons des chercheurs venus de Belgique, du Canada, de Finlande, du Maroc, de Tunisie. Grâce aux équipes de la DAMAN, que je remercie vivement, le colloque est suivi à distance et bénéficie d'une grande visibilité. Il s'agit cette année d'interroger les marges en éducation. Praticiens et chercheurs sont réunis. Ils s'intéresseront à la diversité, aux spécificités, aux lieux, espaces et groupes sociaux que d'aucuns considéreront à la marge d'une certaine centralité en éducation et en formation. Le premier symposium portera sur les questions de contextualisation et adaptation des programmes, 2 notions bien différentes. Nous écouterons des communications portant sur des thématiques variées, par exemple sur les commandes institutionnelles, sur les ressources pour enseigner, sur les représentations, les pratiques perçues, déclarées, effectives, les relations famille-école, ou encore la méthodologie de la recherche. Ayant effectué une partie de ma scolarité en Martinique, enseigné 8 ans en Guyane et 4 ans en Polynésie avant de rejoindre La Réunion, j'ai déjà vécu plus de la moitié de ma vie dans les territoires ultramarins. Je suis donc particulièrement sensible aux spécificités des territoires. Ce colloque sera l'occasion de découvrir des situations éducatives plurielles, par leur culture, les pratiques linguistiques, l'histoire, la diversité. Mais nous réfléchirons aussi à nos spécificités communes. Nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui Monsieur le recteur de région académique, recteur de La Réunion et chancelier des universités, Monsieur Pierre-François Mourier, ainsi que Monsieur le président du conseil académique de l'Université de La Réunion, Monsieur le professeur Gilles Lajoie. Grâce à leur soutien, l'INSPE peut aujourd'hui porter des projets ambitieux, des projets qui relèvent les défis pédagogiques auxquels la communauté éducative est confrontée, des projets qui contribuent à conforter le positionnement de notre université dans son environnement régional et extra-régional. Je remercie vivement nos collègues des laboratoires de recherche, Madame Françoise Silvos, directrice du laboratoire de recherche DIR, Madame Françoise Ferrière, directrice adjointe du laboratoire ICAR.
Bon colloque zot toutes. Je laisse la parole à monsieur le recteur. C'était pour moi vraiment très important d'être avec vous en ce début de matinée, pour plein de raisons. La première étant que je tenais à être à côté de Madame l'administratrice provisoire qui vient de prendre, enfin qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines maintenant. La deuxième était que l'INSPE est évidemment pour moi non pas un outil, mais un élément essentiel de la stratégie académique. Pour des raisons qui s'expliquent d'elles-mêmes. Et puis la troisième est que l'Université de La Réunion me paraît désormais avoir tout entre ses mains pour connaître un nouveau départ, une nouvelle élection présidentielle et très certainement un bel avenir puisque les fondamentaux de cette université, vous le savez ou pas, sont solides. C'est la première université ultramarine en nombre d'élèves et d'enseignants-chercheurs, de loin. C'est aussi une université qui fait partie des 15 universités françaises qui ne sont pas en déficit, ce qui est à l'heure actuelle une sorte de performance, monsieur le président du CAC. Donc pour toutes ces raisons, je voulais être là. Et la dernière étant la plus importante, c'est que le sujet m'intéressait. Interroger les marges en éducation et en formation. Alors on est toujours le marginal de quelqu'un, hein, ça ne vous a pas échappé. On peut dire, si on veut être un peu taquin, que Paris est vraiment aux marges de l'océan Indien. C'est une espèce de petite ville, petite parce qu'il n'y a guère que 2 millions d'habitants finalement quand on pense aux géants asiatiques d'aujourd'hui, sur cette espèce de Finistère au sens propre du terme que constitue la fin du continent eurasiatique. Donc voilà, on est encore une fois toujours le marginal de quelqu'un. Il reste que les centres de décision dans notre cher et vieux pays restent toujours, vous le savez bien, extrêmement centralisés. Cet événement, c'est la 4e édition des Journées de la recherche en éducation en 2024. Madame l'administratrice provisoire l'a dit. C'est, je crois, vraiment un événement maintenant qui s'inscrit dans le paysage scientifique des Outre-mer. C'est extrêmement important. Cette année, donc, c'est la Réunion qui accueille cet événement. C'est un territoire, alors pardon pour l'enfilade de truisme, mais aussi divers que riche, vous le savez bien. En tout cas, je suis très fier, Madame l'administratrice provisoire, que ce soit notre île qui accueille cette année ce colloque. Il réunit, vous l'avez dit, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des formateurs, des acteurs de l'éducation pour interroger ce sujet qui est essentiel, me semble-t-il, les marges en éducation et en formation. Vous avez peut-être regardé depuis, je ne sais pas, une cinquantaine d'années maintenant, les divers prix Nobel qui se sont succédés dans les sciences dures, dites dures, mais aussi dans les sciences humaines et sociales. Les prix Nobel, la plupart du temps, sont issus, maintenant que l'autoroute de la recherche a été défrichée depuis plusieurs siècles, depuis le début de l'âge des Lumières, elle se situe souvent aux marges et aux complémentarités entre les disciplines. Même dans les sciences sociales. Je pense à l'économie, par exemple, lorsque Daniel Kahneman a eu son prix Nobel, lorsque Richard Thaler qui avait travaillé avec Kahneman, a eu son prix Nobel d'économie. En vérité, tous les deux étaient des psychologues, pas des économistes. Et ils ont inventé l'économie dite behavioriste, qui était une nouvelle science aux marges entre l'économie, la psychologie, la sociologie, voire l'anthropologie. C'est là qu'on trouve les terres les plus fertiles aujourd'hui dans le domaine de la recherche. Alors, interroger les marges, c'est questionner notre manière d'aborder les espaces, d'où l'intérêt des géographes pour cette question. C'est questionner notre manière d'aborder les espaces et les groupes sociaux qui sont souvent perçus comme éloignés des centres décisionnels, des centres éducatifs, mais qui constituent évidemment la richesse de nos territoires, mais aussi, et je crois vraiment que c'est vrai, la richesse de notre nation tout entière. Et la richesse de la France, c'est pas seulement d'avoir le deuxième domaine maritime mondial grâce à ses outre-mer, c'est aussi d'avoir une présence à peu près partout dans le monde, une présence humaine, une présence de la langue, une présence d'un certain état d'esprit, de valeurs qui sont spécifiques à notre pays et qui sont contextualisées, adaptées à chacun de nos territoires. Vous l'avez dit, Madame l'administratrice, ce colloque s'inscrit dans le cadre des travaux du réseau RICLAS.
qui a été créé, je crois, il y a 3 ans pour répondre à ce besoin qui est évident. On se demande pourquoi il n'avait pas été créé plus tôt. Ce n'est pas du tout un reproche, bien entendu. Briser l'isolement de nos territoires ultramarins dans la recherche éducative. Ces territoires ultramarins, dont fait partie la Réunion, ils ont souvent été perçus comme des marges géographiques et sociales, mais aussi comme des marges intellectuelles, d'une certaine façon. Il était évidemment plus que temps de rompre avec cette perspective un peu, je dirais, misérabiliste de nos territoires. La Réunion, la région Réunion, par son histoire, sa situation économique et sociale, son melting pot très particulier, qui est un véritable melting pot, totalement mêlé, représente évidemment un terrain d'étude unique. C'est un territoire, vous le savez, où la pauvreté est encore très présente. Un quart, 25%, 1 sur 4 de mes élèves vit dans sa famille au-dessous du seuil de pauvreté. 43% de nos établissements sont en REP ou en REP+. C'est absolument considérable, même si d'autres territoires ultramarins font mieux ou pire selon le point de vue. Le taux de chômage est encore extraordinairement élevé, notamment chez les jeunes, autour de 25% globalement sur le territoire, mais avec certaines parties de notre territoire où le chômage en réalité, le chômage en tout cas tel qu'il est mesuré, dépasse les 50%, à Saint-Benoît, à Saint-André, dans certaines parties de la commune de Le Port. On a en fait virtuellement 100% des jeunes, quasiment, qui n'ont pas en tout cas ceux qui restent sur place, qui n'ont pas de travail. Et vous le savez, de nombreuses familles vivent dans des conditions précaires. On a à peu près 12 points de plus que la moyenne nationale de familles monoparentales à La Réunion. Un enfant sur 4 vit dans une famille monoparentale. Alors la famille monoparentale, c'est la façon polie de dire que c'est une famille avec juste une maman, vous le savez bien, hein, dans 95 ou 98% des cas. Évidemment, ça a un impact direct sur notre système éducatif et sur l'académie que je dirige. Les établissements en zone prioritaire sont largement surreprésentés. Je vous l'ai dit, la voie professionnelle est aussi largement surreprésentée, plus 11 points à peu près par rapport à la moyenne nationale, ce qui n'est pas en soi un problème. Nos élèves de la voie professionnelle réussissent bien, s'insèrent bien, sont bien diplômés, parfois continuent dans des études supérieures. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la réforme de cette année, vous savez, avec le parcours en Y à la fin de l'année de terminale. Mais enfin, c'est une réalité difficile. Je passe les violences intrafamiliales, les problèmes de grossesse précoce. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous le lycée Les Pervenches, qui est un très bon lycée, préfigurateur en plus du futur lycée de la mer. Eh bien, au lycée Les Pervenches, depuis le début de cette année civile, on a 11 grossesses précoces. 11 grossesses précoces. 11. J'adore les enfants, hein, j'en ai 4. Mais 11, je les ai eus vieux, relativement vieux, à 30 ans, à partir de 30 ans. Ces grossesses précoces, c'est une perte de chance pour les jeunes filles. Vraiment. Une perte de chance totale. Et je sais que dans 5, 6, 10 ans, Monsieur le Président, on les retrouvera quelque part dans notre système. Mais elles auront perdu presque une décennie avant de pouvoir raccrocher les wagons et qu'on essaye de les mener à un diplôme et à une insertion. Cette réalité du territoire, elle impose donc une réflexion approfondie sur la manière dont on peut accompagner nos élèves, garantir que chaque enfant, quelle que soit son origine sociale, son origine géographique, puisse accéder à une éducation de qualité. On note à La Réunion depuis quelques mois maintenant, à cause de la situation, peut-être que vous en parlerez, les collègues venus de Mayotte, à cause de la situation extrêmement difficile de Mayotte, on note une nette augmentation dans nos établissements d'élèves venant de Mayotte. Alors, j'ai été interrogé par la directrice du CASNAV sur la possibilité de donner à ces élèves, qui parfois sont en réalité des élèves allophones, ce que l'on donne aux vrais allophones, c'est-à-dire les bénéfices du CASNAV. Évidemment, il n'en est pas question, ces élèves sont français, ce sont nos compatriotes. Il est absolument impossible de discriminer, et d'ailleurs impossible juridiquement, administrativement, matériellement, moralement, de discriminer des élèves qui viennent, qui sont aussi français que vous et moi. Il n'empêche que nous avons un réel enjeu pour vraiment scolariser ces élèves dont le niveau
scolaire est souvent beaucoup plus bas que le niveau des élèves réunionnais, pour des raisons bien évidentes. C'est que souvent, ils n'ont eu que la moitié des cours auxquels ont eu droit l'ensemble des autres élèves de notre système éducatif national et évidemment les élèves de la Réunion. On rajoute de la marge aux marges, d'une certaine manière, de ce point de vue-là. Et objectivement, le remède miracle n'est pas encore trouvé, ce d'autant que bien souvent, ces mineurs sont des mineurs isolés. C'est-à-dire qu'ils viennent, mais ils n'ont pas de responsable légal. Ils habitent à plusieurs, et parfois très nombreux, à la même adresse. Bref, les conditions ne sont pas idéales. Étant entendu, je le répète et je le rappelle, mais je prêche des convaincus, que nous, Éducation nationale, notre seul et unique sujet de préoccupation, c'est de scolariser tous les enfants, sans leur demander d'où ils viennent, sans leur demander leur papier. Là, en l'occurrence, de toute façon, il s'agit de français. On scolarise et puis on voit après, d'une certaine manière. Mais notre honneur, c'est de scolariser les enfants. Donc l'objectif de ce colloque, je crois, est assez clair, d'une certaine... il n'est pas facile, mais il est assez clair. C'est de faire en sorte qu'on mette en commun les forces des différents territoires, les bonnes pratiques, comme on dit, même si j'aime pas trop ce mot un peu novlangue, dans l'ensemble de nos territoires, pour dépasser nos particularismes, qu'ils soient historiques, géographiques, culturels, sociaux, et créer un espace de confiance où la recherche en éducation devient un vrai levier de transformation sociale. Parce que qu'est-ce qui justifie la recherche en éducation, sinon cette idée d'avoir comme Archimède, un levier qui permet la transformation sociale. Ici, dans ce territoire, on est quotidiennement, vraiment tous les jours, confrontés aux inégalités sociales qui se traduisent dans nos écoles, je l'ai dit. On a donc le devoir, en tant qu'acteur éducatif, d'agir pour offrir aux élèves des milieux les plus modestes les mêmes chances que leurs camarades plus favorisés. On a une logique très basique, fondée sur l'équité, qui est en gros donner plus à ceux qui ont moins pour rétablir l'équilibre nécessaire à la réussite de tous. Ça signifie, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Ça signifie repenser nos pratiques. Vous le savez, vous le savez ou pas, le dédoublement de nos classes de petite et de grande section à l'école élémentaire est fait à 100% dans cette académie. Mais dédoubler les classes sans repenser les pratiques pédagogiques, ça équivaut à peu près, pas à zéro, parce que c'est un confort pour les enseignants, pour être très honnête, mais à pas grand-chose pour les enfants si les pratiques, le changement des pratiques ne suit pas. Donc il faut adapter nos pratiques pédagogiques, il faut mettre en place des dispositifs qui tiennent compte des spécificités locales. Au premier chef, le plurilinguisme, la diversité culturelle. Nous sommes dans un territoire où 80% de la population est créolophone. C'est une chance extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% de nos gamins sont bilingues. En tout cas, en théorie, bilingue. Et le bilinguisme, on le sait, c'est la porte d'entrée vers le plurilinguisme. Donc, toute la stratégie académique que j'ai mise en place en termes de langue repose là-dessus. Faire en sorte que les élèves maîtrisent très bien, à l'écrit et à l'oral, à la fois le créole et le français. C'est ça qui permet ensuite de prendre son envol et de maîtriser plus facilement d'autres langues. Je ne suis pas un fanat des sciences cognitives, je ne les connais pas assez pour être très honnête, mais toutes les études montrent qu'un cerveau plastique qui a déjà la maîtrise de 2 langues est évidemment un terreau fertile pour apprendre d'autres langues. Tout ça, ce sont des aspects de la richesse réunionnaise, et je sais que dans les autres territoires, c'est la même chose. On doit les valoriser dans notre enseignement, au lieu de les considérer comme des obstacles, comme ça a été trop longtemps le cas. J'étais frappé par un relativement jeune professeur d'EPS, qui se trouve être aussi le secrétaire général du SGEN CFDT ici à La Réunion, qui est un prof tout à fait remarquable, qui a, je ne sais pas, 35 ans, qui m'a dit que quand il a commencé sa carrière d'enseignant, l'inspecteur de l'époque, qui n'est plus là depuis longtemps, il a fait alors ses droits à la retraite, donc il y a prescription, lui a dit à partir de maintenant on ne parle plus créole. Ben non, à partir de maintenant on parle aussi créole, on peut faire de l'enseignement en milieu créolophone, il y a des tas de choses qu'on peut faire, mais en tout cas il n'y a évidemment pas de dévalorisation d'un marqueur culturel et littéraire qui est absolument essentiel. Les marges que vous allez interroger dans ces 3 journées, elles sont évidemment pas seulement géographiques ou sociales, elles sont
linguistique et culturelle. Et c'est précisément, je le redis, à travers ces marges qu'on peut repenser nos modèles éducatifs, former des générations d'élèves qui sont mieux préparés à affronter un monde qui n'est pas un monde bienveillant. Ça n'a, je crois, échappé à personne. Ce colloque, pour moi, c'est aussi l'occasion de repenser et de renforcer la coopération entre les différents acteurs de l'éducation. Et cette table par ronde le montre bien avec... nous sommes chacun et chacune dans nos différentes qualités, comme on dit, complémentaires pour faire avancer les sujets qui nous tiennent à cœur. Les enseignants, les formateurs, les chercheurs, les responsables éducatifs, vous tous et toutes qui êtes présentes et présents ici, jouez un rôle crucial dans l'évolution de nos systèmes éducatifs. On doit encourager, et vous le faites, Madame l'administratrice, les échanges entre les INSPE, les professionnels de l'éducation, les étudiants, qui sont acteurs de leur propre formation, afin de construire ensemble des solutions pour une éducation plus inclusive et plus juste. D'ailleurs, je n'aime pas le terme d'école inclusive, j'y préfère très largement le terme d'école pour tous, toutes et tous. Notre ambition commune, je crois, c'est aussi de mettre en avant une approche collaborative, interdisciplinaire, je l'ai déjà abordé, des marges en éducation, avec une exploration des représentations, si j'ai bien compris, le programme et des pratiques des enseignants et des élèves, en nous concentrant non pas sur de la théorie, mais sur les réalités qui sont vécues dans nos territoires. La diversité, Madame l'administratrice, des interventions, qu'elles soient issues de travaux sur le plurilinguisme, la contextualisation des apprentissages, ou encore l'éducation dite inclusive, ça va nous permettre collectivement d'aborder les marges, non pas comme des espaces de déficit, mais comme des sources d'innovation et de créativité. La marge, c'est aussi ce qu'on a longtemps appelé la banlieue. Vous savez ce que c'est que la banlieue, au sens étymologique du terme? C'est le lieu où l'on est banni de pouvoir arriver et pénétrer le centre de la cité. Les marges sont à la fois un empêchement, en quelque sorte, mais peuvent, si elles sont interrogées comme vous le faites, devenir une chance parce qu'elles favorisent évidemment l'adaptabilité, l'agilité, la créativité, et puis aussi ce petit quelque chose en plus qui fait qu'un étudiant, lorsqu'il commencera sa vie professionnelle, sera considéré comme un peu différent, et une différence qui apporte au lieu d'une différence qui soustrait. Voilà, et puis je terminerai en disant que notre objectif commun, il est assez simple, c'est merveilleux l'éducation de ce point de vue-là, c'est l'égalité des chances pour tous, c'est faire vivre l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et de la femme, mais à l'époque c'était l'homme et du citoyen de 1789, assurer à chaque élève, où qu'il soit, les mêmes chances. Je me souviens, une des premières choses que j'ai faites en arrivant ici, il y a maintenant un peu plus d'1 an, c'est aller inaugurer une école à Mafat, une école pour 7 élèves. De ravissante école, avec une professeure des écoles d'un engagement que vous pouvez imaginer pour ceux qui connaissent l'accessibilité ou la non-accessibilité de Mafat. Cette école accueille 7 élèves et l'État y a consacré 2,3 millions d'euros. Évidemment, au prix élève, en quelque sorte, c'est pas un calcul économique raisonnable, on est bien d'accord là-dessus, mais peu importe. Le calcul humain, lui, est absolument essentiel. La République scolaire, elle va non pas jusqu'au dernier kilomètre, qui est l'expression à la mode, mais vraiment jusqu'au dernier mètre pour accompagner nos élèves. Parce qu'au sein de la Réunion, il y a des territoires plus marginaux que d'autres, notamment évidemment les cirques. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Évidemment, comme on me blinde toujours mon agenda, moi je pourrais être là jusqu'à 9h15, 9h20 maximum, avec beaucoup d'intérêt, mais on reparlera avec Madame l'administratrice. Il y aura peut-être des actes de ce colloque d'ailleurs, j'imagine, ou en tout cas via Internet. Et donc je me réjouis de vous écouter toutes et tous avec votre diversité de provenance, d'expertise, de discipline. Merci infiniment de votre attention. Madame l'administratrice provisoire, Monsieur le recteur,
messieurs les inspecteurs, chers collègues, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, chers étudiants également, monsieur le président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, que nous avons le plaisir d'accueillir en ces lieux. C'est un très grand plaisir, évidemment, pour moi, en tant que président du CAC, mais également en tant que géographe, puisque l'ensemble des notions qui ont été brillamment exposées par monsieur le recteur parlent aux géographes. Il est question de marge, il est question de frontières disciplinaires, mais également de frontières géographiques. Toutes ces notions parlent aux géographes que je suis, et c'est encore une fois un vrai bonheur d'être parmi vous. Ce bonheur n'est pas partagé, malheureusement, avec notre administrateur provisoire, le professeur Jacques Comby, qui aurait souhaité, bien sûr, être des nôtres, mais comme l'a rappelé monsieur le recteur, la période actuelle dans notre établissement est un peu particulière, et notre administrateur provisoire est au four et au moulin, pour le dire avec des mots simples. Je voudrais en tout premier lieu remercier les organisateurs, les trois organisateurs, ce trinôme brillant qui a pris la suite des collègues de l'Outre-mer pour organiser ces magnifiques rencontres. Je pense qu'elles sont précieuses dans notre écosystème ESR pour plusieurs raisons, et je reviendrai sur quelques-unes de ces raisons. Je voudrais remercier aussi, bien sûr, les collègues qui viennent de très loin, de l'autre côté de la planète. Je pense bien sûr à nos collègues de l'UPF, que j'ai eu l'occasion de saluer il y a quelques minutes et que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur place quand j'expertisais avec les collègues de l'HCERS cette très belle université qu'est l'Université de Polynésie française. Je voudrais bien sûr également remercier l'ensemble des collègues qui viennent de la zone océan Indien, nos plus proches voisins de la COI, mais aussi, bien sûr, les collègues de métropole. Et comme l'a rappelé Madame l'administratrice provisoire, nous sommes observés, si je puis dire, avec intérêt, depuis la France, depuis l'Europe, depuis le monde entier. Et c'est évidemment un sujet de satisfaction pour vous tous, pour les organisateurs, mais aussi pour l'université et pour l'académie, eh bien d'avoir finalement cette preuve d'une attractivité importante sur le terrain du savoir. Donc merci à vous, merci aussi aux collègues qu'on oublie trop souvent, mais collègues BIAT sans lesquels rien n'est possible. Évidemment nos collègues de l'INSP, mais également les collègues de la DAMAN qui nous permettent cet événement relayé nationalement et internationalement. Alors ça a été dit par monsieur le recteur, je ne voudrais pas reprendre tous ces propos et j'en serais bien incapable. Intérêt du colloque qui dépasse bien sûr très largement nos frontières géographiques, mais aussi qui appelle une réflexion sur eh bien des thèmes qui nous sont chers, notamment au Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Il a été question d'égalité des chances. J'ai le plaisir de présider la commission qui s'intitule justement Égalité des chances au sein du CC2E, qui représente, comme vous le savez peut-être, la société civile organisée, qui est une des deux commissions avec le Césaire de la région Réunion. Bilinguisme apaisé, ça fait partie évidemment de nos thèmes de réflexion prioritaire au Conseil de la culture. Et comme ça a été dit à l'instant, ce bilinguisme apaisé, c'est une porte ouverte vers le plurilinguisme. L'exemple mauricien est inspirant quelque part, et doit nourrir, bien sûr, notre réflexion pour les années à venir. Bon, et puis c'est évidemment un colloque essentiel pour nos territoires, alors, dont il a été rappelé également qu'ils sont ultra-périphériques, mais depuis Paris, et ça c'est toujours à rappeler, en ce qui concerne la Réunion et nos voisins, c'est Paris, bien sûr, et l'Europe qui est ultra-périphérique. Nous sommes au cœur de la stratégie française indo-pacifique. Ce n'est pas rien. Et dans le redéploiement géopolitique auquel nous assistons depuis quelques années, chacun s'accorde à dire que ces enjeux indo-pacifiques seront sans doute au premier rang des enjeux géopolitiques du XXIe siècle, pour toutes les raisons sur lesquelles, évidemment, je ne reviendrai pas. Ce colloque porte sur nos marges géographiques, nos marges disciplinaires. Effectivement, et là encore, monsieur le recteur a tout dit, nous le savons depuis longtemps, l'innovation naît aux interfaces. C'est factuel, c'est l'histoire des sciences qui nous le montre. Et ces interfaces disciplinaires sont le lieu
où les réflexions se nourrissent venant d'horizons disciplinaires différents et où émergent effectivement des innovations, alors dans le champ, on va dire, de la recherche expérimentale, de la science dure, c'est une évidence, mais également au sein des sciences humaines et sociales. Je cite souvent un auteur américain qui disait « Social sciences are hard sciences ». Il est finalement beaucoup plus simple de comprendre un génome d'une plante qu'une décision individuelle d'un enfant en classe qui va être à un moment donné déconnecté des propos de son professeur. Là, c'est d'une complexité infinie. Ça renvoie à énormément de facteurs. Et c'est là la vraie complexité des sciences de l'homme et de la société. Et pourtant, on peut considérer que cette complexité n'a pas suffisamment été accompagnée par l'État, par les grands organismes de recherche ces dernières années. Il nous suffit de regarder la structure des grands instituts du CNRS. Et l'Institut Sciences de l'Homme et de la Société est finalement peu de choses au regard des géants que sont l'INSU ou d'autres instituts du CNRS. Bon, pourtant, les défis sociétaux qui sont les nôtres questionnent d'abord les SHS. Qu'il s'agisse de changements climatiques, de changements globaux, de transitions diverses et variées, c'est d'abord la société qui est finalement questionnée qui est devant ces défis qu'il nous faut surmonter. Alors, les choses bougent, fort heureusement. Une réunion interministérielle en début d'année. Alors, vous allez me dire, c'était avant la décision de juillet, certes. Mais cette réunion interministérielle a acté qu'il nous fallait porter un regard particulier sur la recherche dans les Outre-mer français dans toute leur diversité. Alors ce GT Outre-mer rassemble les ministères, les grands organismes, ils sont tous là, CNRS, INSERM, CIRAD, IRD, MNHN, IPGP, j'en oublie sans doute, IRD, CIRAD, IFREMER. Et j'ai pour le coup, la chance de représenter France Université au nom des universités d'outre-mer dans ce GT. Alors nous en sommes à notre 5e réunion de travail. Le GT a poursuivi, bien sûr, ses réflexions tout au long de l'année 2024, au-delà des hasards des décisions au plus haut niveau de l'État. Et puis nous rendrons notre feuille de route au ministre en 2025. Et en 2 mots, il s'agit effectivement, alors d'une part, de prendre acte que nous ne pouvons pas être en marge des stratégies de recherche nationales, de la stratégie nationale de recherche et d'innovation notamment, que nous souhaitons être identifiés, être plus attractifs. Et pour ce faire, bien sûr, les grands organismes doivent cesser de fonctionner en tuyau d'orgue, doivent travailler ensemble. Alors il est question de créer des consortia de recherche, mais dans ces consortia de recherche, il y aura les universités ultramarines qui seront légitimes à assurer le chef de fila. Les stratégies de site par bassin doivent être les stratégies des universités d'outre-mer, aidées en cela, accompagnées par les grands organismes. Alors bien sûr, vous allez me dire, les grands organismes ne sont pas partout présents avec la même intensité dans tous les territoires ultramarins, et c'est très vrai. Nous connaissons parfaitement la carte des forces en présence. Pour autant, les grands organismes ont aussi beaucoup de forces en métropole. Et c'est ces forces-là qu'il nous faudra mettre en dynamique par rapport aux problématiques des territoires ultramarins. Donc ça, je pense que c'est une petite révolution copernicienne. Alors je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire si les retombées en 2025 seront nombreuses, mais on voit tout de même un intérêt, j'allais dire renouvelé, mais peut-être même naissant, au niveau national de la recherche en Outre-mer. Nous ne sommes pas seulement des terrains, nous ne sommes pas seulement des laboratoires, nous souhaitons effectivement exister de plus en plus dans le terrain de la recherche et notamment, bien sûr, dans le terrain SHS. Le CNRS est par ailleurs agence de moyens, lance des appels à projets. Il y en a 12 grands qui ont été financés il y a quelques mois. Parmi les 12, il y en a un qui concerne justement la diversité des langues dans la Polynésie. J'ai découvert ça très récemment. Et c'est un vrai contentement, évidemment, une vraie joie de voir ça. Bon, le problème, c'est qu'il y a un projet sur 12. Bon, donc, mais ça représente en gros
sans être trop critique, le poids des SHS au CNRS. Et c'est un ancien chercheur au CNRS qui vous parle. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais vous dire, pour terminer, qu'il y a là effectivement un enjeu de recherche pour les SHS. Nous ne devons pas être un angle mort de la recherche et de la stratégie nationale de recherche et d'innovation. Certes, en ce qui concerne notre objet, les situations éducatives sont plurielles dans les Outre-mer, mais les dominateurs communs sont sans doute beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Finalement, questionner les marges en éducation et en formation, c'est un projet immense, mais c'est croiser les regards, comme l'a rappelé monsieur le recteur, croiser les regards entre disciplines, faire naître les innovations aux interfaces disciplinaires, voilà tout l'enjeu. Et donc je vous souhaite, pour terminer, d'être innovant à l'occasion de vos échanges durant ces 2 jours de colloque, et je vous remercie infiniment de votre attention. Bonjour, je suis Françoise Silvos, professeure à l'Université de La Réunion depuis 1998 et je dirige depuis très peu de temps, donc depuis le début du mois de septembre, le centre de recherche DIR. Donc certains m'ont demandé ce qu'est ce centre de recherche. Donc c'est un centre de recherche de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines qui signifie déplacement, identité, regard, écriture. Donc effectivement, ce colloque effectue un déplacement depuis vers la périphérie qui a sa poésie et qui a aussi sa fonction. Donc je vous rappelle par exemple les ruines de Paris de Jacques Réda qui explore les zones, qui explore les marges, qui explore les lieux désertés, les lieux déconsidérés, et qui en fait quelque chose de poétique. Le fait de venir de la marge, de venir de la banlieue dont nous parlions tout à l'heure, procure une grande richesse. Parce que donc on n'est pas forcément né une cuillère d'argent dans la bouche, et donc c'est une position qui rend sensible, qui donne plus de cœur peut-être à ces personnes qui sont issues de la marge. Certains masters en éducation sont adossés au centre de recherche DIR et nous nous réjouissons du développement des recherches sur l'éducation au niveau de l'enseignement supérieur parce que c'était un peu un point aveugle de la recherche sur l'éducation. Et cela aussi nous permet de faire une jonction entre les problématiques sociales parfois lourdes de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire. Il est important d'avoir ce regard, d'avoir ces échanges entre les différents niveaux de l'éducation. Il est important qu'il y ait des professeurs d'université qui enseignent à l'INSPE et qui puissent suivre d'un bout à l'autre le parcours de leurs étudiants, voir aussi les résultats, les récoltes qui sont consécutives à tous les efforts qui ont été fournis depuis la licence 1 et même bien avant. Donc toutes ces questions, nous y sommes vraiment sensibles, nous ne sommes pas dans notre tour d'ivoire. Donc je voulais revenir à la dimension centrale du centre de recherche DIR, qui est l'axe 2. Nous avons 3 axes de recherche et comme par hasard, l'axe 2, identité en contexte pluriel, c'est le deuxième, c'est-à-dire le centre du centre de recherche DIR, un axe très dynamique puisque cette semaine nous avons 2 colloques organisés par des collègues de cet axe.
Donc le fameux colloque auquel vous participez, qui est remarquable de par la pluralité des intervenants, le caractère véritablement international de la provenance. Merci. De la provenance des invités. Donc, je salue les organisateurs, les organisatrices, et je pense que des résultats fructueux vont émaner de cette réflexion commune, de cette réflexion internationale, de ces échanges entre des territoires qui partagent les mêmes problématiques. Je pense, comme mes collègues, que la périphérie n'est pas quelque chose de secondaire, qu'elle peut jouer un rôle de modélisation pour les centres, d'autant plus que nous vivons dans une situation de mondialisation, de globalisation. Donc il y a des capitales qui sont aussi des lieux de melting pot et de contact de culture vraiment très très puissant. Donc cela explique l'intérêt actuel, notamment de la région, pour ces questions-là. Votre problématique, qui va donc être développée durant les jours prochains, s'intègre notamment dans la stratégie régionale de S5, qui a proposé un programme de recherche sur les sociétés inclusives, sur la vulnérabilité des publics des régions ultramarines et notamment de l'océan Indien. Donc ce colloque s'intègre vraiment dans une stratégie globale de recherche qui prend en compte les marges, les vulnérabilités et les publics donc qui méritent encore plus d'intérêt, d'attention que les autres. Donc je vous remercie de votre attention. J'accueille vraiment avec plaisir tous ces collègues qui viennent de très loin et je vous souhaite des travaux fructueux pour les jours prochains. Donc je reviendrai si j'en ai la possibilité. Merci beaucoup. Merci Madame la directrice. Madame la directrice adjointe du laboratoire ICAR. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite excuser Christian Olivier, le directeur du laboratoire ICAR, qui ne peut être présent aujourd'hui pour des raisons de santé. Normalement, si tout va bien, il nous rejoint dès demain et pour assister évidemment à ces journées de recherche et aussi pour communiquer. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom de l'ensemble du laboratoire ICAR. La direction du labo se réjouit tout particulièrement de la tenue de ce colloque en coopération avec le laboratoire DIR, avec RICLAS, mais aussi avec l'INSPE de la Réunion, l'IFE, l'Université de Mayotte, le rectorat de la Réunion et avec le soutien de l'Université de la Réunion via la Fédération de recherche OSOA et la Direction des relations internationales. Donc ce colloque correspond directement à une des priorités actuelles du laboratoire ICAR, s'inscrire plus fortement que jamais dans des partenariats avec les autres acteurs locaux, hexagonaux et ultramarins de la recherche et du système éducatif. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou peu le laboratoire ICAR, donc ICAR ça veut dire Institut coopératif austral de recherche en éducation, c'est une équipe relativement jeune puisqu'ICAR s'est constitué officiellement en équipe d'accueil en 2015 et le laboratoire est le seul laboratoire de recherche en éducation de l'Université de la Réunion. Il compte 22 enseignants-chercheurs, 16 chercheurs associés et actuellement 12 doctorants. On devrait en avoir 4 supplémentaires très rapidement. La thématique de ces journées
est une occasion de se réjouir, puisque ce colloque, qui fait suite à celui sur les contextes, thématique centrale du laboratoire ICAR, aborde les marges comprises, comme l'indique l'appel à communication, comme faisant référence d'une part à une déviance vis-à-vis de standards, de normes de référence, et d'autre part au changement social. L'équipe ICAR travaille depuis des années sur la prise en compte des différences, de l'altérité. Elle s'est posée en outre comme axe de travail actuel l'exploration des inégalités et des vulnérabilités dans une perspective d'inclusion, avec une publication, un ouvrage qui devrait sortir en 2025 et un projet FEDER déposé sur ces thématiques. Donc ce travail nécessite de s'interroger sur le rapport aux normes et standards et de viser un changement social vers plus d'inclusion. Donc ce colloque revêt pour nous une importance toute particulière et ne manquera pas d'alimenter nos réflexions et projets à venir. Avant de vous souhaiter à toutes et tous de belles et enrichissantes journées de recherche en éducation, je tiens à remercier Séverine Ferrière et Pierre-Éric Fajol, ainsi que toute l'équipe d'organisation du colloque pour leur investissement dans cette manifestation. Encore une fois, la bienvenue et un très bon colloque à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Et Séverine Ferrière, donc notre co-organisatrice, qui est aussi directrice adjointe du laboratoire ICAR et chargée de mission recherche à l'INSPE de La Réunion. Merci beaucoup. Alors, je vais être brève. Mesdames, messieurs, chers collègues, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Et donc, on souhaite la bienvenue. Bon, je ne reviendrai pas dans les détails, mais à tous les intervenants et les intervenantes qui nous viennent de très loin, et également toutes les personnes à distance sur des horaires aussi décalés et qui ont accepté de participer à cet événement, à cette manifestation. Alors, l'organisation de ces journées, on l'a dit, je souhaite quand même le rappeler, n'aurait pas été possible sans le soutien des laboratoires de recherche, des institutions universitaires et je le redis aussi, l'ensemble des collègues, des formateurs et des formatrices qui ont collaboré aussi depuis un certain nombre de mois maintenant, des personnels administratifs, également des doctorants et des étudiants. Et pour ça, en tant que chargée de mission recherche à l'INSPE, je crois que c'est un bel élan d'échange entre les laboratoires sur des problématiques et des thématiques qui nous concernent toutes et tous. Et j'espère que ça amènera pour la suite à continuer ces échanges avec également les personnes de terrain, les enseignants, puis bon, in fine évidemment les élèves qui restent aussi notre préoccupation principale. Donc cet événement n'aurait pas non plus été possible sans la rencontre de nos intérêts communs, justement pour les questions d'éducation et les questions de formation dans les territoires où le français est une langue de scolarisation et où se posent les questions de valorisation et de revalorisation des pratiques éducatives qui tiennent compte des contextes locaux et de la diversité des territoires, tant sur les plans historiques que sociaux, culturels ou encore linguistiques. Pour cette édition, on pourrait dire donc que les marges se trouvent au centre de nos préoccupations. Alors, je voudrais quand même souligner que le décentrement du regard, ce décentrement du regard nous permet, avec une parole située, d'avoir un regard justement pour interroger ces normes. Et interroger ces normes, c'est aussi donc interroger le centre. Et c'est cette distance qui est aussi bien spatiale que sociale, historique, culturelle et également linguistique qui nous permet de poser un regard critique et incisif sur les questions d'éducation dans nos territoires et aussi dans leur rapport à l'altérité. Ces 3 journées sont donc l'occasion, j'en suis sûre, d'échanges qui vont être fructueux, d'étonnement, de rapprochement, de mise en perspective, qui contribueront à éclairer les politiques actuelles et à venir. Et je gage que l'élan qui est porté par ces journées permettra de renforcer nos dynamiques de travail à la croisée des préoccupations de tous les personnels, toutes les personnes présentes, que ce soit sur le terrain, je l'ai dit, enseignants, formateurs, étudiants, chercheurs,
et également décideurs. Et une nouvelle fois, donc, je vous remercie toutes et tous, à la fois pour votre présence et aussi pour vos contributions. Et je vous souhaite un excellent colloque. Merci.